m'appelle Judith. Et moi c'est Bertille. Et aujourd'hui on vous présente une nouvelle vidéo de biostatistique et on va parler des tests statistiques. Alors, on va commencer par le principe général d'un test statistique. Donc un test statistique, ça se décompose en plusieurs étapes qu'on va vous présenter. Donc 3 premières étapes. La première, c'est poser une hypothèse. Donc on va même en poser plusieurs. La première hypothèse, c'est H0, c'est une hypothèse dite nulle et qui considère une égalité. Et H1, c'est l'hypothèse dite alternative qui donc considère une inégalité. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va calculer un indice statistique qu'on va vous développer après. Ça dépend du type de votre test, mais on le calcule. Et ensuite, il va falloir le comparer à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la troisième étape. C'est donc le calcul de la valeur seuil qu'on va aller chercher dans différentes tables statistiques, comme on a déjà pu vous expliquer dans des vidéos. La petite subtilité à faire attention, c'est que sur les tests de Z et de T, il va falloir que vous divisiez votre risque alpha par 2. Et ensuite, vous irez dans la colonne qui correspond à votre risque alpha divisé par 2. En revanche, pour les tests du Qui2, donc pour des répartitions, cette fois-ci, vous ne devez pas toucher à votre risque alpha et vous allez directement dans la colonne qui correspond au risque alpha. Donc là, on passe à nos 2 dernières étapes. Donc, 4e étape, on va comparer l'indice statistique qu'on vient de calculer avec la valeur seuil qu'on a trouvée dans les tables. Donc là, vous allez avoir 2 cas. Soit votre indice est inférieur au seuil. S'il est inférieur au seuil, vous rejetez pas H0, donc différence non significative. On ne rejette pas H0, on n'accepte pas H1, mais attention, c'est pas pour autant qu'on peut accepter H0. Ça, c'est un truc qu'on ne fait jamais. Deuxième cas de figure, votre indice statistique est supérieur à votre seuil. La différence est donc significative, et donc là, on rejette H0 et on accepte notre hypothèse alternative H1. Une fois qu'on a comparé, on va calculer P. P, c'est le degré de signification. Et à quoi ça correspond? C'est le niveau de certitude du rejet de H0, ici. Donc là, vous allez encore une fois avoir plusieurs cas. Si vous calculez un indice Z, votre P, il va être égal à 2 fois la probabilité que Z soit supérieur à votre indice statistique que vous avez calculé. Donc vous prenez la probabilité dans votre table de Z que vous multipliez par 2. Pour un calcul de T sur petit échantillon, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, attention, vous allez bien dans la table de la loi de Student. Et pour le Qui2, encore une petite subtilité, c'est uniquement la probabilité que votre Qui soit supérieur à votre Qui2 que vous avez calculé. Et donc cette fois-ci, faites bien attention, il n'y a pas de multiplication par 2. Du coup, là, on va passer au test sur une variable quantitative, donc ça correspond aux comparaisons de moyenne notamment. On va commencer par le test de comparaison d'une moyenne observée à une moyenne théorique. Là, il y a 2 cas précis. D'abord, le cas sur grand échantillon. Donc, les conditions de validité dans ces cas-là, c'est un nombre de personnes de l'échantillon supérieur ou égal à 30. Dans ces cas-là, on va utiliser la table de Z parce que ça suit une loi normale. Et donc là, vous avez la formule ici, c'est m moins mu sur S divisé par racine de n, en rappelant que du coup, M, c'est la notation pour la moyenne dans l'échantillon et mu, la notation pour la moyenne dans la population. Et S, ça va être l'écart type plutôt au sein de l'échantillon, avec N, le nombre de personnes. Donc les conditions de validité, comme je l'ai dit, N supérieur ou égal à 30. Et après, donc ça c'est pour calculer l'indice. Et ça correspond à la valeur seuil qu'il va falloir aller chercher dans la table de Z. Et vous allez chercher en fonction de alpha sur 2. Comme l'a dit Berthier tout à l'heure, effectivement, là, ça va être alpha divisé par 2. Souvent, dans un cas où alpha égale 5%, on va utiliser le Z égale 1,96. C'est une valeur qui revient vraiment très souvent, donc c'est mieux de la connaître par cœur. Et après, on a aussi le cas d'un petit échantillon. Donc dans ces cas-là, c'est quand l'échantillon, il y a moins de 30 personnes dedans. Les conditions de validité, donc, c'est que ce soit moins de 30 personnes et que la loi suive une loi normale. La variable, pardon, suive une loi normale. Vous avez la formule ici, donc là l'indice, puisque c'est la loi de Student, ça va être T égale M moins mu sur S divisé par racine de N. C'est la même formule que Z, mais du coup c'est T, et juste, ça c'est l'indice, et la seule différence avec Z, c'est qu'on va aller chercher le seuil dans la table de T. Et là, cette fois-ci, du coup, on va reprendre alpha sur 2 comme la dernière fois, mais en plus, on va prendre en compte le nombre de DDL, donc les degrés de liberté, et ici il se calcule en faisant n-1,
donc le nombre de personnes de l'échantillon moins 1. Du coup, on va passer à un deuxième type de test, le test de comparaison de deux moyennes sur échantillons indépendants. De nouveau, là, vous avez deux cas, le cas sur grands échantillons. Donc là, les conditions de validité, c'est un peu plus particulier parce que vous avez deux échantillons que vous allez comparer. La fois d'avant, vous compariez un échantillon avec la population générale, considérée comme théorique. Là, vous comparez deux échantillons qui ont un certain effectif, les deux, et pour les conditions de validité, il faut que les deux soient supérieurs ou égaux à 30. Voilà, donc là, vous avez de nouveau le calcul de votre indice, Z, puisqu'on est dans un grand échantillon. Ce sera M1 moins M2 divisé par la racine carrée de S carré 1 divisé par N1 plus S carré 2 divisé par N2. Et donc S carré, c'est les variances. Et ensuite, vous allez chercher votre seuil Z alpha sur 2 dans la table de Z, exactement comme tout à l'heure, en prenant bien alpha sur 2 comme on l'a dit. Après, vous avez les petits échantillons. Là, les conditions de validité, c'est un peu plus particulier. En fait, vous êtes dans le cas d'un petit échantillon quand l'un des échantillons que vous étudiez a un effectif inférieur à 30. Ça peut être les deux ou ça peut être un seul des deux, mais dans ces cas-là, dans tous les cas, vous n'avez pas ces conditions de respecter, donc vous passez automatiquement en petit échantillon. Après, vous avez deux autres conditions de validité importantes à respecter. Il faut que la variable suive une loi normale et que les variances des échantillons soient égales. Une fois que c'est bon, vous allez calculer votre indice. Cette fois-ci, ça va être l'indice T, on passe dans la table de student. Donc là, c'est similaire. En fait, vous allez faire M1 moins M2 divisé par la racine carrée de S carré fois la somme de 1 sur N1 plus 1 sur N2. Donc S carré, ça va être une espèce de variance globale. Là, vous avez la formule ici que vous pouvez retrouver dans le cours en plus grand. S carré 1 fois N1 moins 1 plus S carré 2 fois N2 moins 2 divisé par N1 plus N2 moins 2. Donc là, vous allez calculer votre indice et après, vous pouvez aller chercher le seuil dans la table comme on fait depuis tout à l'heure. Ça va être dans la table de student, du coup, attention. Et là, vous allez aussi prendre alpha sur 2 comme ce qu'on vient de faire et vous allez prendre en compte le nombre de DDL, donc les deux clés de liberté, comme tout à l'heure avec la table de student. Mais attention, la dernière fois, les DDL, c'était N-1, sauf que là, on va les calculer d'une manière différente. On calcule DDL égale N1 plus N2 moins 2. Alors, on va continuer avec les tests de comparaison de deux moyennes, mais cette fois-ci sur échantillon apparié. Donc, qu'est-ce que c'est un échantillon apparié? C'est quand on prend deux échantillons et que chaque sujet de l'échantillon 1 est en lien avec un sujet de l'échantillon 2. On a deux cas. Soit vous avez un échantillon que vous allez voir à deux temps d'intervalle dans le temps. Ça reste un seul échantillon, mais du coup, vous avez deux échantillons appariés. Ou alors, vous prenez deux échantillons distincts, de même effectif, c'est très important. Et on va apparier chaque personne du groupe 1 avec une personne du groupe 2 sur une caractéristique. Par exemple, l'âge ou le sexe, et ça va éviter les confusions. Comme on a deux échantillons, on va avoir deux valeurs de variables et on va alors pouvoir faire la différence entre x1 et x2. Ça va nous donner des valeurs de variables dites xt et on va pouvoir calculer les moyennes et les écarts types donc de ces différences de valeurs entre les deux échantillons. Donc là, on va les retrouver dans nos indices statistiques. Donc du coup, on a deux cas. Soit vous avez des grands échantillons. Donc là, comme d'habitude, un effectif supérieur ou égal à 30. Dans ces cas-là, l'indice statistique se note toujours Z. Ça va être égal donc à MD, donc la moyenne des différences des valeurs entre les deux échantillons, sur la racine carrée de SD. Donc là, ça va être la variance des écarts des valeurs entre les deux échantillons, sur N, l'effectif. Pour les grands échantillons, comme d'habitude, ça ne bouge pas. On va prendre comme valeur seuil Z alpha sur 2 en allant sur la table de la loi normale centrée réduite. Pour les petits échantillons, donc cette fois-ci, notre effectif il est inférieur à 30. Donc, pour que notre condition de validité soit respectée, il faut que notre variable x suive une loi normale. Votre indice statistique, ça va être celui-ci, il est noté T et c'est exactement le même que Z, sauf que là on va utiliser la loi de student. Donc ça ne bouge pas, MD sur la racine carrée de la variance sur l'effectif de notre échantillon. Voilà. Pour notre valeur seuil, donc cette fois-ci, comme je l'ai dit, on va sur la table de student. Donc votre DDL que vous allez prendre,
Cette fois-ci, c'est n-1, à ne pas confondre avec ce que Judith vous a dit tout à l'heure. Cette fois-ci, comme on a un seul, comme l'effectif des deux échantillons est égal, on utilise juste n. n-1, et pour la colonne, vous divisez votre risque alpha par 2, et vous allez à l'intersection et vous avez votre valeur seuil. Alors, on continue avec les tests, mais cette fois-ci sur des variables qualitatives, donc on va étudier des répartitions. Donc, comme pour les moyennes, on peut comparer une répartition observée sur un échantillon à une répartition théorique, du coup, dans la population. Donc, pour nos conditions de validité, on regardera toujours les CI. Les CI, c'est quoi? C'est nos effectifs théoriques. Ça correspond à quoi? Ça correspond au pourcentage qu'on vous donnera toujours dans l'énoncé, multiplié par l'effectif de votre échantillon. Par exemple, si je vous dis que dans une population, il y a 57% de personnes malades, qu'on tire un échantillon de 100 personnes, notre effectif théorique dans ce cas-là, ça va être 57, donc 0,57 fois 100, donc 57 personnes qui sont malades. Donc ça, c'est ce à quoi correspondent nos effectifs calculés. Donc maintenant qu'on sait ça, toujours deux cas, grand échantillon, petit échantillon. Pour les grands échantillons, les conditions de validité, c'est que tous les CI, donc c'est-à-dire tous les effectifs théoriques, soient supérieurs à 5. Une fois qu'on a calculé tous nos effectifs théoriques, les effectifs observés, on nous les donne et on va pouvoir calculer le Qui2. Le Qui2, ça correspond à quoi? C'est la somme de la différence entre vos effectifs observés et vos effectifs calculés, donc théoriques, le tout au carré, sur vos effectifs calculés. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez une certaine valeur et vous allez du coup toujours la comparer à une valeur seuil. Ici, c'est Qui2 avec comme DDL K-1 et vous prenez juste votre risque alpha. Alors, c'est quoi K-1? K, c'est votre nombre de classes. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple. Dans mon exemple, il y a les personnes saines et les personnes malades. Donc, du coup, j'ai deux classes. Mais par exemple, si on me dit, dans ma population, il y a tant de personnes qui ne fument pas de cigarettes, tant de personnes qui en fument entre 1 et 9, tant de personnes qui en fument plus de 10, dans ces cas-là, j'ai 3 classes. Donc, vous prenez votre nombre de classes, auquel vous enlevez 1. Ça correspond à votre ligne, et ensuite, vous cherchez dans la colonne qui correspond au risque alpha, le tout dans la table du Qui. Ça, c'est pour grand échantillon. Pour petit échantillon, c'est un peu différent. Il nous faut au moins un effectif calculé inférieur à 5. Okay. En revanche, il faut que tous les effectifs calculés soient supérieurs ou égaux à 3. Donc ça, c'est les deux trucs à retenir. Le DDL, il est toujours égal à 1. Vous n'aurez pas d'autres cas de figure. Et dans ces cas-là, on va calculer ce qu'on appelle le Qui2 de Yates. Donc faites bien attention quand vous voyez le petit y. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est la somme, donc toujours de vos effectifs observés moins vos effectifs calculés. Mais attention, on va enlever 0,5, on met le tout au carré et on met sur CI, donc les effectifs calculés. Et on fait ça pour toutes nos valeurs. Une fois qu'on a calculé notre Qui2 de Yates, exactement la même chose que pour les grands échantillons, on va dans la table du Qui2, notre DDL il ne bouge pas, on a dit que c'était toujours 1, et pour la colonne, toujours alpha. Faites bien gaffe, pour le Qui2, on ne divise pas le risque alpha sur 2. Alors, maintenant on va passer au test de comparaison de deux répartitions sur échantillons indépendants. Donc en fait là ça va être le cas que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un échantillon de personnes qui ont été exposées à quelque chose et un échantillon de personnes qui n'ont pas été exposées. Et en fait après pour ces deux échantillons, on va regarder la même chose, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont malades et le nombre de personnes qui ne le sont pas. Donc là vous pouvez voir, et en fait ça va nous donner du coup ce genre de tableau à double entrée. Donc du coup voilà, c'est le cas typique. Alors là pareil, comme d'habitude vous avez deux cas. Vous avez le cas sur les grands échantillons. Donc là les conditions de validité, ça va être le fait que tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Et après pour la formule, vous avez la formule du Qui2 classique du coup qu'on a pu voir. C'est la somme des effectifs réels, enfin observés sur l'échantillon, moins les effectifs théoriques, divisé par les effectifs théoriques, et sans oublier le carré ici. Donc pas comme vient de faire, par exemple. Pour calculer les effectifs théoriques, en gros, vous avez ce tableau-là. Donc vous allez avoir des valeurs particulières que vous allez avoir dans votre échantillon. Par exemple, je ne sais pas, ici, il va y avoir 14 personnes exposées qui sont malades. Là, il va y en avoir 3, etc. Vous avez également des totaux. Forcément, vous avez des échantillons d'un certain nombre de personnes.
Donc du coup, pour calculer les effectifs théoriques, parce que là, les nombres que je viens de citer en exemple, c'est les effectifs que vous voyez dans l'échantillon. Pour calculer les effectifs théoriques, vous videz ces 4 cases-là, et en fait, vous faites un produit en croix. Vous faites, par exemple, pour ici, vous faites la ligne fois la colonne divisée par le total. Ici, vous faites la ligne fois la colonne divisée par le total, etc. Et vous faites ça pour chaque case, et ça vous donne vos effectifs théoriques du coup. Et avec vos effectifs théoriques et les effectifs observés dans l'échantillon, du coup, vous pouvez faire la formule du qui 2. Donc ça, c'est votre indice. Après, vous avez aussi le seuil que vous trouvez dans la table du qui 2. Là, pour le seuil, attention, du coup, c'est au risque alpha, et surtout pas alpha sur 2. Et il y a un nombre de degrés de liberté, du coup, DDL, qui va être égal à K-1, avec K le nombre de classes. Donc ici, par exemple, normalement, vous avez 2 classes, vous avez malade et non malade, du coup, vous faites 2-1, donc ça fait un DDL de 1. Ensuite, vous avez pour les petits échantillons, donc les conditions de validité, ça va être au moins un des effectifs théoriques qui va être inférieur à 5, parce que du coup, ça invalide la condition de validité pour les grands échantillons, donc on passe automatiquement sur les petits. Mais par contre, il faut que tous les effectifs théoriques soient quand même supérieurs ou égaux à 3 dans tous les cas. Pour ce test, le DDL il sera toujours égal à 1 dans tous les cas. Et après, vous allez pouvoir calculer votre qui 2. Mais attention, ici, on parle du qui 2 de Yates. Ça apporte une petite correction pour les petits échantillons. Donc là, de nouveau, vous allez faire la somme de la valeur absolue des effectifs observés dans l'échantillon moins les effectifs théoriques, moins 0,5 au carré divisé par les effectifs théoriques. Et donc, ça va vous donner votre indice. Et après, de nouveau, le seuil, vous allez le chercher dans la table au risque alpha et pas alpha sur 2 et à DDL égale 1 toujours pour les petits échantillons. Ok, alors on va terminer avec le dernier test qui est un test de comparaison de 2 répartitions toujours mais sur échantillon apparié. Donc je rappelle, échantillon apparié c'est soit 2 personnes qu'on voit, 2 groupes qu'on voit à intervalles de temps différents ou alors 2 échantillons qu'on apparie sur une caractéristique. Ici, quand on a des échantillons appariés, on va donc regarder un avant et un après. Donc votre tableau il va se présenter comme ici. Donc lorsque vous êtes avant, vous avez un état positif ou négatif et après vous allez devenir positif ou négatif. Et on va donc identifier ce qu'on appelle les paires discordantes. Les paires discordantes, c'est quoi? C'est des individus qui vont avoir eu un changement d'état entre le avant et le après. Je m'explique. La paire discordante ici, c'est B. C'est donc une personne qui était positive avant et qui est devenue négative. Et la deuxième paire discordante, c'est C. Et donc du coup, c'est la personne qui était négative avant et qui devient positive après. Donc ça, c'est important à comprendre pour la suite. Donc on identifie bien nos paires discordantes. Une fois qu'on les a identifiées, on regarde si on est sur un grand échantillon ou un petit échantillon. Grand échantillon, c'est quoi? C'est B plus C supérieur ou égal à 10. Donc, B plus C, nos paires discordantes. Une fois qu'on a ça, on va calculer cette fois-ci un qui 2 de Mach-Neymark. Attention. Et donc la formule, c'est quoi? C'est B moins C, le tout au carré, sur B plus C. On n'oublie pas le carré et la parenthèse. Et ensuite, notre DDL sur les répartitions d'échantillons appariés, comme vous pouvez le déduire du tableau, ce sera toujours 1. On va toujours chercher dans la table du qui 2 et cette fois-ci, on va bien au risque alpha et pas alpha sur 2. Très important. Pour le cas de petits échantillons, cette fois-ci, on calcule notre P plus C, paire discordante, et ça va être compris entre 6 et 10. Si c'est le cas, on est sur donc des petits échantillons. La formule, c'est toujours un qui 2 de Mach-Neymark, mais avec correction de Yates, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on ne va pas faire moins 0,5, on fait fois moins 1. Donc B moins C, auquel on enlève 1, le tout au carré, on n'oublie pas les parenthèses. Sur B plus C, ça ne bouge pas. Et une fois qu'on a fait ça, on a calculé notre indice statistique, qu'on va comparer toujours avec notre qui 2 avec un DDL de 1 et un risque alpha, qu'on ne divise toujours pas par 2. Et on peut conclure. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et maintenant, on vous souhaite un bon courage pour les partiels. Bonne chance!